Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre sous le signe romanesque, j'allais dire, parce qu'évidemment, il est question de romans, mais des romans tellement romanesques, c'est assez rare. J'ai autour de cette table le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Andrea pour son roman « Veiller sur elle », publié aux éditions de l'Iconoclaste, ainsi que Giuseppe Catozzella pour Brigantessa. Alors, je le dis un peu avec l'accent italien. C'est pas du tout le titre italien, puisque le titre italien, c'est Italiana. Ça a été traduit par Nathalie Boer, et aujourd'hui, Rosanna Gasbarro nous fera le plaisir d'être votre interprète, même si vous comprenez le français, mais nous allons vous permettre de vous exprimer de la manière la plus fluide possible. Je disais sous le signe romanesque parce que nous avons là, avec Veiller sur elle et Brigantessa, deux romans qui nous font à la fois voyager dans le temps, dans l'espace, qui nous emmènent à la rencontre d'une fresque de personnages plus passionnants les uns que les autres. Il y a beaucoup de points communs, puisque au cœur des deux histoires, il y a aussi le destin de l'Italie, d'un pays, mais un destin que nous allons découvrir à travers notamment des personnages féminins qui, d'une certaine manière, symbolisent cette destinée. Veiller sur elle, Jean-Baptiste Andrea, c'est l'histoire de deux personnages, Mimmo et Viola, que rien ne destinait à se rencontrer et qui pourtant vont partager un destin commun dans une époque qui n'est facile ni pour l'une ni pour l'autre, pour des raisons différentes. Viola parce que c'est une femme et que nous sommes à la fin que nous sommes au début du XXe siècle et que les conditions de vie pour les femmes sont extrêmement compliquées, même quand on vient comme elle d'une grande famille aristocrate et peut-être même plus, qui sait, nous verrons. Et Mimmo parce que il vient d'une famille pauvre, qu'il est sculpteur et que surtout il a une particularité physique, il est tout petit et il est évidemment regardé comme une étrangeté, d'abord par son physique et nous le verrons par la suite aussi par son talent. Alors ma première question, Jean-Baptiste Andrea, tout simplement puisque j'évoquais la question de l'Italie et du destin de l'Italie, pourquoi vous avez choisi d'installer votre histoire dans cette époque si particulière du début du siècle qui va nous emmener jusqu'à la montée du fascisme en Italie? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là ce soir dans le festival Italissimo et de partager cette rencontre avec Giuseppe. C'est pas le résultat d'une réflexion. L'époque, le bouillonnement qui préside à la naissance d'un livre, c'est quelque chose, c'est ça, c'est dans le mot, c'est un bouillonnement, donc c'est très instinctif. Et naturellement, il y a des pôles magnétiques en fait dans ce bouillonnement qui attirent toutes les idées. Et cette époque-là, c'est imposé à moi. J'ai pas beaucoup réfléchi, ça me semblait assez naturel de le situer dans cette époque. Il faut quand même préciser que je voulais raconter une vie entière d'un personnage. Ça fait un moment que j'ai envie de raconter une vie entière, même si en fait je m'aperçois que j'ai raconté essentiellement une moitié de vie, donc je le note pour la suite. Mais en tout cas, ça voulait dire que soit je partais de maintenant et je parlais d'un héros qui a à peu près 80 ans, donc ça me ramenait vers les années 40, soit je remontais un petit peu à la fin du XXe siècle, et ça m'amenait au début du siècle. J'ai choisi donc de remonter, de commencer le roman à la fin du XXe siècle, parce que déjà c'était une invitation au voyage. C'est aussi bête que ça. Même pour moi, c'est une invitation au voyage, et c'est une invitation au voyage qui me rappelle l'Italie, parce que c'est l'époque où j'ai lu Umberto Eco, c'est l'époque où je lisais, et je lis encore d'ailleurs, mais où j'ai découvert Italo Calvino, et j'ai découvert beaucoup de littérature italienne dans les années 80. Donc naturellement, j'ai eu envie de commencer mon roman dans les années 80, que je pars d'un halo doré, comme souvent avec le passé, et qui pour moi avait une signification littéraire. Et puis le deuxième point, c'est évidemment... Le choix n'est pas juste anecdotique ou technique. Vous l'avez dit, Marie-Madeleine, c'est un roman qui parle d'une femme qui se bat pour sa liberté. Et là, il y avait un effet de miroir assez naturel entre la tyrannie politique qui est portée dans l'après-guerre, Première Guerre mondiale par les fascistes, et la tyrannie intime en fait qui est infligée à Viola.
tyrannique, elle s'auto-inflige d'ailleurs parfois. Les deux héros sont parfois leurs pires ennemis dans ce roman. Et donc il y avait un effet de miroir assez naturel qui fait que le roman s'est vraiment inséré très naturellement dans cette période. Alors effectivement, le roman s'ouvre en 1986. Nous sommes dans un couvent. Le personnage principal est en train de vivre ses dernières heures. Il est veillé par les moines, après lui-même avoir veillé, on ne dira pas pourquoi, mais pendant très longtemps sur une statue très chère à son cœur. Et dans ses derniers frémissements, il va dire au lecteur qu'il a des choses à raconter. Et c'est un peu lui, le narrateur, qui va nous emmener dans ce voyage dans le temps au tout début, quand la mère de Mimo le confie à ce qu'elle va appeler un oncle, même si ce n'est pas vraiment son oncle, un sculpteur qui n'a pas beaucoup de talent, qui n'est pas forcément très sympathique, mais qui a quand même le mérite de recueillir Mimo et de lui permettre, à travers son propre métier, de développer son talent. Mimo, j'allais dire, qui est-il ? Alors c'est une vaste question, mais Mimo, il va découvrir son talent et son amour de la sculpture. Il est porté par ce talent qui va faire de lui, je disais tout à l'heure, encore plus une étrangeté que son physique, que finalement on finit par oublier en lisant l'histoire. Ce qui en fait un personnage étrange, c'est qu'il vient d'un milieu où il n'est pas promis un grand avenir et quelque part son talent va arracher son avenir, n'est-ce pas ? Oui, mais en fait... Finalement, quand on choisit le métier artistique, aucun d'entre nous n'est promis à un grand avenir, et c'est souvent face à l'incrédulité générale qu'on choisit ces métiers, incrédulité qui peut être familiale, mais qui est aussi celle de la société tout entière, puisque il y a encore une semaine, à l'échelle européenne, il y a eu des manifestations d'auteurs pour qu'on nous reconnaisse enfin un statut et qu'on arrête d'être dans des en fait, entre des cases sur des déclarations. Il faut que vous compreniez que les auteurs n'existent pas en France. C'est pas un vrai on n'a pas de vrai statut en fait. Et donc on se bat pour ça. Et donc il y a une vraie dimension politique actuelle du sujet. Et donc face à cette non-reconnaissance, on invente un monde en fait. On a un monde dans notre tête. Voilà, moi je voulais être écrivain tout petit. J'avais un monde, un univers. Et il faut d'une certaine manière convaincre le monde entier. On a l'impression parfois de nous laisser juste une petite place pour raconter nos histoires, en l'occurrence, ou pour Mimo, pour sculpter ce qu'il veut sculpter. C'est toujours une conquête incroyable, en fait, d'arriver à exister dans ce métier. Et même, je ne parle même pas d'en vivre, mais de s'autoriser à le faire, déjà. C'est très important. Et Mimo, d'ailleurs... sans Viola, ne s'autoriserait peut-être pas à le faire. Effectivement, c'est aussi, et peut-être surtout, l'histoire d'une rencontre de deux individualités qui vont, d'une certaine façon, ne faire qu'un, dans le sens où ils vont porter l'un l'ambition de l'autre, et ils vont pétrir. D'ailleurs, la symbolique de la sculpture est intéressante. Ils vont être le Pygmalion l'un de l'autre. Exactement. Moi, j'ai été beaucoup porté dans ma vie par des gens, des rencontres... et des femmes, et la dernière en date étant mon éditrice à qui je dois énormément et à qui je dois de m'avoir sorti d'une sorte de caniveau virtuel et intérieur dans lequel je me trouvais en 2017 face à un mur immense. Et elle m'a recueilli, elle m'a soulevé, elle a cru en vous. Oui, mais au-delà de ça, elle m'a consolé, parce que j'avais fait 20 ans de cinéma avant, j'avais besoin d'être consolé en fait. J'ai beaucoup appris, mais j'ai des bons souvenirs, mais c'était un peu, je dis souvent que c'est un peu la légion étrangère de l'écriture, le cinéma. J'ai beaucoup appris, mais je suis content d'en être sorti. Et donc, cette relation qui est très créative et qui est liée qui repose sur une confiance extraordinaire, une complicité, parfois complexe. J'avais envie de parler de ça. C'est quelque chose qui traverse beaucoup de mes romans d'ailleurs, ce genre de relation, parce que la vie est quand même beaucoup plus intéressante à deux, dans plein de milieux. Alors on va y revenir dans un instant, mais puisque nous parlons aussi de la figure féminine, Brigantessa, c'est une femme, alors pour le coup, qui a existé, qu'on a surnommée, alors je ne sais pas si je prononce correctement, Sicilla.
Cecilia, mais qui s'appelait Marie Olivera et qui est une femme, pareil, qui n'était pas au départ destinée à un grand destin. Elle vient d'une famille pauvre, sa mère est tisseuse, elle vit dans des conditions extrêmement difficiles. Là, nous sommes au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, dans les années 40-50, et pourtant, elle va se forger un destin extraordinaire au point que, après l'unification de l'Italie en 1861, elle va devenir une figure quasiment légendaire de la guerre civile. Alors la première question, tout simplement, Giuseppe Casozzella, quelle a été la motivation? Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter l'histoire de cette femme? Est-ce que le projet, c'était de raconter l'époque, de raconter justement qu'est-ce qui a fait l'identité de l'Italie qui se construit à ce moment-là? Ou c'est le personnage que vous avez voulu raconter? Bonsoir, je veux parler italien, excusez-moi. Anch'io sono molto onorato appunto di essere qua, spero che qualcuno di voi capisca l'italiano, di essere qua con Jean-Baptiste, perché appunto sono due romanzi effettivamente che hanno cose in comune. Ma allora è successo che sono accadute tutte e due le cose contemporaneamente, cioè c'è un elemento biografico probabilmente nella decisione di raccontare quello che è successo nelle settimane, nei mesi in cui l'Italia si è unita, ed è probabilmente il fatto che io sono nato da due genitori che hanno lasciato il paese povero per andare nel paese ricco all'interno dello stesso paese. Quindi i miei genitori vengono dal sud e si sono trapiantati nel nord, e io fin da quando sono nato sono stato considerato, proprio per la mia appartenenza, un po' diverso, quasi straniero per dire, comunque diverso, l'altro. E contemporaneamente si sono scavate dentro di me due anime completamente diverse, no? L'Italia ha questa posizione geografica particolarissima, no? Tra il nord Europa, l'Africa, i Balcani, il Medio Oriente, per cui l'anima del sud Italia di cui io partecipo è un'anima cristiano-cattolica, mediterranea, meridionale, votata alla dialettica. L'anima del nord di Milano, io sono nato e cresciuto a Milano, è completamente differente, è un'anima più pragmatica, quasi protestante, votata al fare. Quindi mi sono sempre chiesto fin da quando ero piccolo che cosa volesse dire essere italiano, se per me rappresentava almeno due cose così diverse. Scusami. Ma she can do it. Che cosa hai detto? Ho detto che tu ce la fai, tranquilla. Tranquille. Donc bonsoir, c'est un honneur pour moi d'être ici, je vous remercie, j'espère qu'il y a entre vous quelqu'un qui comprend l'italien. Je disais c'est un honneur pour moi d'être ici avec Jean-Baptiste. Effectivement, oui, nos deux romans ont quelque chose en commun. Alors, pour ce qui est de votre question, à mon avis, il y avait les deux choses ensemble. Il y a d'abord un élément peut-être aussi biographique dans la décision de raconter ce qui s'est passé en Italie dans les mois et les semaines qui ont précédé l'unification de l'Italie. Eh bien, le fait biographique, c'est que je suis née de parents qui viennent de la partie pauvre de l'Italie, qui ont déménagé vers la partie riche du même pays. C'est-à-dire qui sont passés du sud au nord de l'Italie. Et dès ma naissance, j'ai toujours été considérée comme comme quelqu'un de différent, quelqu'un d'étrange, étranger, différent, et quelqu'un qui a en lui les deux âmes de l'Italie. Parce que l'Italie, de par sa position géographique entre l'Europe du Nord, l'Afrique, les Balkans, le Proche-Orient, a aussi deux âmes
une âme du Sud qui est chrétienne, catholique, qui est portée vers la dialectique typiquement méridionale, et une âme plus nordique qui est pragmatique, presque protestante, et qui est plus portée vers l'action, le faire. Et donc en tant qu'Italien, moi j'ai toujours senti d'avoir ces deux choses en moi, ces deux choses différentes en moi en même temps. Quindi, e concludo, ho da sempre pensato che nei mesi che hanno portato il paese e l'Italia a unirsi, no? Erano perlomeno 2 stati diversi, fosse successo qualcosa che non mi era mai stato raccontato, non mi era mai stato raccontato a scuola, qualcosa però di importante e che causava questa mia dualità, cioè il fatto che avessi 2 anime. E quindi ho approfondito lo studio di quel periodo storico, cercando un elemento che giustificasse questa mia, appunto, dualità in qualche modo, e ho scoperto la storia di Maria, ho trovato i suoi processi, e quindi in qualche modo è stata lei che ha deciso di raccontare la sua storia 160 anni dopo attraverso di me. Et là, je conclue je termine sur cela. J'ai toujours pensé qu'il a dû se passer quelque chose en Italie, les mois qui ont précédé l'unification de l'Italie, parce qu'il y avait quand même 2 États différents qui se sont réunis. Mais j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, quelque chose dont on ne m'avait pas parlé à l'école, et qui était important, et qui était en quelque sorte la cause de mon dualisme, la racine de mes 2 âmes. Et donc je me suis mise à étudier cette période pour trouver quel était cet élément caractérisant ce dualisme, et j'ai découvert l'histoire de Maria, l'histoire de ce procès, et en quelque sorte c'est Maria elle-même qui a décidé de raconter son histoire 160 ans plus tard au travers de mon livre. Alors justement, qu'est-ce qu'elle représente, Maria? Bon, je le disais tout à l'heure, c'est une enfant qui naît dans une famille extrêmement pauvre, c'est peu de le dire, qui d'ailleurs va même se retrouver à vivre une période dans la montagne avec sa tante dans des conditions à la fois plus difficiles, mais peut-être aussi plus constructives pour elle. Elle va se forger un caractère en vivant dans la montagne avec sa tante. Mais c'est une jeune femme qui, au départ, ne rêve pas d'un destin légendaire comme elle le devient. Elle rêve, comme toutes les jeunes filles de son âge, de bien vivre, de tomber amoureuse et d'avoir les mêmes droits que tout un chacun. Qu'est-ce qui va la faire basculer, Maria? Est-ce que c'est l'histoire ou est-ce que c'est son histoire intime qui la fait basculer? Questo è quello che mi ha colpito di questa storia, cioè questo è quello che mi ha portato a scriverla, perché a un certo punto ho trovato questi processi, no? negli archivi di Stato di Roma, nell'archivio di Stato Maggiore dell'Esercito di Roma, c'erano questi faldoni di questi 5 processi a questa donna. Poi a un certo punto ho trovato un giornale che dirigeva Alexandre Dumas, che era stato innamorato di questa donna, e allora mi sono messo a studiare questi processi, ho pensato che lì ci potesse essere qualcosa, e quello che ho trovato è stato proprio questo, cioè che nella biografia di questa donna, poi questo è un romanzo, è lei che racconta la sua storia con la sua voce, quindi è un romanzo, ma è un romanzo in cui ogni cosa è ricavata dalla realtà, che nella biografia di questa donna, cioè nel suo cammino di liberazione, questa è la storia di una donna che cerca di emanciparsi, che cerca di liberarsi, che cerca di strapparsi dalla necessità e dalla materia a cui era destinata, che cerca di imparare a sognare. In questo processo di emancipazione c'è il processo di emancipazione, il tentativo di emancipazione di un intero paese, che è il mio, e quindi appunto sono tutte e 2 le cose insieme. C'est justement cela qui m'a frappée dans cette histoire et qui m'a amenée à l'écrire.
Dans mon écriture, je me suis beaucoup basée sur les documents, les actes du procès que j'ai retrouvés dans les archives d'État à Rome et dans les archives de l'armée de terre italienne, du ministère des Armées italien. Et j'ai trouvé plusieurs dossiers de ces 5 procès. Et j'ai même trouvé un quotidien dirigé par Alexandre Dumas qui était tombé amoureux de cette femme. Et donc je me suis mis à étudier cette période. Et comme ça, j'ai pu trouver la biographie de cette femme. Bon, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un roman, mais c'est elle qui se raconte, et tout ce qu'on lit, c'est la réalité. Et c'est l'histoire, en quelque sorte, d'un affranchissement de cette femme qui essaye de s'émanciper, de s'arracher, en quelque sorte, du besoin de la misère à laquelle elle était destinée, et qui essaie d'apprendre à rêver. Mais cette tentative d'affranchissement est la tentative de tout un pays qui est le mien. Et donc, il y a assez de choses dans ce livre. Une particularité de Maria qu'elle partage avec Viola, c'est son goût pour la lecture et pour la connaissance. Maria, elle est très douée à l'école, au point qu'elle a une professeure qui va vouloir l'aider au début du roman. Et on sent l'importance, dans vos 2 romans, l'importance du livre et de l'apprentissage et de la connaissance dans cette tentative d'émancipation, particulièrement pour les femmes. Vous disiez tout à l'heure, certes c'est un roman, mais tout est vrai. On sait qu'elle a vraiment été cette personne, c'est-à-dire qui aimait lire, qui avait cet amour du livre, et qui peut-être a trouvé aussi à travers la lecture, j'imagine, cette force en elle, de croire qu'elle valait mieux que de rester à tisser toute la journée à la maison. Questa è stata una delle cose che mi ha colpito di più quando leggevo i processi, cioè il fatto che attraverso le testimonianze delle persone che erano chiamate a parlare sui suoi crimini, che erano i più gravi, cioè lei era incriminata di omicidio, ha fatto di tutto, e queste persone raccontassero che Maria non solo sapeva leggere e scrivere, che era una cosa assolutamente eccezionale per il suo stato sociale. Lei apparteneva all'ultima classe sociale, quindi stiamo parlando di metà dell'Ottocento, non c'era accesso l'istruzione era riservata alla nobiltà, alla ricca borghesia, tutto al più. E invece lei sapeva leggere e scrivere, e non solo, ci sono testimonianze del fatto che lei sia stata trovata a leggere libri anche impegnativi, anche complicati, e questa cosa è stata forse una delle prime cose che mi hanno parlato, no? mentre leggevo quelle carte impolverate. E allora ho capito che per lei l'istruzione era l'unico veicolo per strapparsi appunto dallo stato di necessità in cui la sua famiglia per prima e tutta la società poi volevano che lei restasse, per il quieto vivere della società, no? Per non destabilizzare niente e nessuno. È meglio non fare una rivoluzione spesso, no? Per non disturbare nessuno. E innanzitutto la sua famiglia. E invece lei fa l'opposto. Lei appunto si dà un'istruzione. Et effectivement, oui, c'est une des choses qui m'a frappé le plus et que j'ai apprise pendant que je lisais les actes du procès. Par les témoignages des personnes, on découvrait Maria qui était inculpée des pires crimes, même de meurtre. Mais on lit, ces personnes disent que Maria savait lire et écrire, hein, ce qui était un fait plutôt exceptionnel pour sa classe sociale. Il ne faut pas oublier que nous sommes au milieu du 19e siècle et qu'elle appartenait au prolétariat. Et l'éducation était réservée à la noblesse, à la haute bourgeoisie tout au plus, et qu'elle avait été même trouvée, on l'avait même découverte en lisant des livres même assez difficiles. Et donc là, c'est une des premières choses qui m'a parlé d'elle pendant que je lisais ces dossiers poussiéreux.
Et donc, j'ai compris que pour elle, l'éducation, c'était un outil pour s'arracher de cet état de nécessité dans lequel voulait la reléguer sa famille, mais aussi bien la société, pour ne pas être déstabilisée, pour ne pas déstabiliser la société, parce que pour ne pas déranger, parfois, il ne faut pas faire de révolution, alors qu'elle, elle a fait tout l'inverse. Alors, Jean-Baptiste, Andrea, je parlais des femmes qui lisent. Alors, Viola, elle appartient à la noblesse. Donc, elle a accès à une certaine forme d'éducation, mais finalement, pas plus que ça, juste ce qu'il faut pour être présentable, j'imagine. Ce qu'elle va faire, c'est que d'abord, elle va lire beaucoup plus qu'on ne l'y autorise, et aussi, elle va transmettre à Mimo, qui lui vient du prolétariat, elle va lui transmettre cette connaissance. Est-ce que c'est aussi un peu le même cas que Maria, c'est-à-dire que Viola, est-ce que c'est la connaissance, est-ce que c'est son amour des livres qui en fait une figure qui devient rebelle, voire révolutionnaire à sa manière, ou est-ce que c'est parce qu'elle est révolutionnaire qu'elle s'intéresse à la lecture ? C'est indissociablement lié. C'est vrai que oui, elle a accès aux livres, mais le but n'est pas. Il y a eu un grand débat en France à une époque de savoir si, par exemple, notamment si les femmes avaient le droit d'écrire. Et il y avait les camps qui disaient ça met quand même le mari en valeur si elle écrit. Et des camps qui disaient non, la place de la femme est à la cuisine. Et donc dans les deux cas, c'est toujours centré sur l'homme et ses besoins. Et Viola est dans une famille où effectivement lire n'est pas un problème, mais il faut lire les bonnes choses. Alors son père lui interdit par exemple de lire le Corriere della Sera parce qu'il lui dit que ça brouille le teint des jeunes. Sa mère lui dit que ça brouille le teint des jeunes filles de lire la presse parce qu'il y a des sujets évidemment qu'elle n'est pas censée aborder. Donc c'est une curiosité intellectuelle qui la pousse. C'est ça qui nous pousse vers les livres, hein, et vers la lecture. Et vers l'art en général. C'est cette curiosité intellectuelle et cette sensation qu'il y a un monde au-delà de celui qu'on voit. Je ne peux pas le formuler autrement. Et cette sensation qu'il y a un monde au-delà de celui qu'on voit, au-delà des choses les plus simples et les plus basiques, au-delà de nos besoins les plus élémentaires, et au-delà des chemins tout tracés que nous offre en général la vie ou la société, c'est cette intuition qui nous pousse vers les livres. Et le livre a ce pouvoir incroyable. Moi, ils ont fait ce que je suis aujourd'hui, évidemment, mais je crois qu'il a ce pouvoir incroyable, d'où l'importance de l'école, de nous offrir une autre famille. Je crois que quelqu'un qui n'a pas de famille peut en trouver une dans les livres. Mais il faut encore avoir eu la chance de développer cette curiosité. Mais il y a tellement, c'est une telle puissance. Le livre, ce monde-là, c'est un autre monde. Voilà, moi, j'ai l'impression de rentrer par un portail dans un autre monde avec chaque nouveau livre. Mais vous faites dire à Mimo, il arrive à ce constat à un moment donné que la vraie vie, je paraphrase, se trouve finalement dans les livres. Mais cette phrase vient du fait un jour, moi j'ai toujours été gros lecteur, mon père gros lecteur, et un jour je fais mes premiers salons et au bout d'un an je me dis, pas d'un an, de quelques mois, je me dis mais c'est étrange, il y a essentiellement des femmes qui viennent me voir, mais où sont les hommes? Et donc je chope le premier homme qui vient me voir, je lui dis enfin un homme qui lit, il me dit non, c'est pour ma femme. Ok. Donc je chope le deuxième, je lui dis et en fait je finis par, quelqu'un me dit ouais, moi c'est vrai, je lis pas de romans, je lis utile. Et ce mot m'a profondément... Alors je lui dis, mais qu'est-ce que vous appelez utile? Et il me dit des essais et des biographies. Et j'ai trouvé ça fou parce que en fait, qui aujourd'hui lit des essais de 1955? Personne. Parce qu'ils n'ont plus de... C'est daté. C'est daté, ils n'ont plus d'actu... Enfin, je ne vous dis pas, il y a des exceptions, hein, je suis sûr. Mais dans l'ensemble, effectivement, c'est daté, ça n'a plus de valeur, en fait. Alors que des romans de 1955, bien sûr qu'on va tous en lire. Donc, qui avait raison? Où était le vrai? Dans la fiction? Et la bonne fiction, toutes les inventions et tous les progrès de l'humanité, et je parle du simple fait de voler ou d'aller sur la Lune, d'abord ce sont des inventions littéraires, ce sont des gens qui ont vu des choses qui n'existaient pas, et après ça devient ou pas réalité, donc là est la vérité. C'est ça la puissance du livre.
Juste, ça me fait rebondir, Giuseppe. Vous parliez tout à l'heure, on parlait du fait que c'est une histoire vraie, mais que vous en avez fait un roman, et je disais roman romanesque, j'insiste. Est-ce que c'est justement pour cela que vous avez le sentiment qu'on raconte mieux ces subtilités, ces complexités de l'Italie, peut mieux se raconter par la fiction que par l'histoire? Sì, certo, è quello che diceva Jean-Baptiste, no? Se l'arte ha una ragione di esistere e la letteratura dentro l'arte è perché appunto in qualche modo del tutto misterioso, perché ci apre a una dimensione misteriosa, cioè perché ci dà accesso ad un mondo, ad un tempo che non sono quello in cui per esempio siamo adesso, no? Perché ci porta da un'altra parte e ci fa conoscere il possibile. Quindi le scienze, la storia, eccetera, eccetera, ci possono diciamo aiutare per quello che è magari quello che mi piace chiamare la ragioneria del quotidiano, no? Dove tutto deve tornare, dare, avere. Ma la letteratura è l'unica diciamo, disciplina, è l'unico luogo in cui possiamo avere a che fare con le domande vere, cioè con quelle che ci tengono in vita. E naturalmente non c'è risposta, però almeno ci sono le domande, no? E quindi la letteratura per forza, per sua costituzione, va molto più lontano della storia. La storia si ferma o cerca di fermarsi al fatto, ma il fatto non significa niente se non viene raccontato, non è niente un fatto se non è raccontato. E quindi la letteratura viene sempre prima, perché il racconto, come stiamo facendo adesso, viene sempre prima di qualunque cosa di costituito. Dire questa cosa adesso nel 2024 è abbastanza strano. Fino a poco tempo fa suonava ok, accettabile, fino agli anni 50, 60, 70, ora sembra strano, no? Però è così. Oui, absolument. Et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Baptiste. Si l'art peut avoir une existence et la littérature dans l'art, c'est justement parce qu'elle ouvre des dimensions mystérieuses. Elle nous donne accès à un monde et à une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui, qui nous amène à ailleurs, qui nous fait connaître le monde des possibles, alors que les sciences et l'histoire nous aident dans ce que j'appelle la comptabilité du quotidien, c'est-à-dire dans le livre des recettes et des dépenses, où il faut qu'après tout soit bouclé. Alors que la littérature, c'est un lieu où on peut poser les vraies questions, les questions qui nous gardent en vie, où il n'y a peut-être pas de réponse, mais au moins il y a les questions. La littérature peut même aller au-delà de l'histoire. L'histoire se limite à relater des faits, mais les faits, s'ils ne sont pas racontés, ils ne signifient rien. Et donc, en quelque sorte, la littérature vient même avant les faits. Et affirmer cela en 2024 peut paraître assez étrange, alors que, encore dans les années 50 et 70, ça pouvait être encore acceptable. Maintenant, c'est étrange, mais il en est ainsi. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui peut expliquer l'attirance immédiate, et quand je dis attirance, je parle de leurs âmes, entre Mimo et Viola? Est-ce que c'est la rencontre d'un être différent avec une jeune femme particulière, ou est-ce que c'est la rencontre d'un artiste avec une jeune femme rebelle? Je m'interroge sur le poids de son métier d'artiste dans leur relation. Ouais. Non, je crois pas que... Alors évidemment, pour elle, le fait que ce soit un artiste est quelque chose, je pense, d'extrêmement séduisant, parce qu'une nouvelle fois, il lui ouvre
il représente un monde qui n'est pas le monde de la norme. Et elle ne rêve que de s'affranchir de ce joug de la norme qui l'oppresse depuis sa naissance et qui promet de l'oppresser jusqu'au restant de ses jours. Mais fondamentalement, je crois qu'il n'y a rien de très différent de ce qui attire Roméo vers Juliette, même si là, il ne s'agit pas d'une histoire d'amour de type Roméo et Juliette, ou de ce qui, si vous êtes là en couple, vous a attiré un jour l'un vers l'autre, de ce qui nous attire vers des amitiés extrêmement fortes. Voilà, il n'y a pas de mots pour expliquer cette chose-là. On est parfois attiré souvent par des gens qui ne nous ressemblent pas du tout, alors qu'on pense qu'on cherche des gens qui nous ressemblent. Ça, c'est la magie de la relation humaine, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer, parce que je crois que c'est vraiment, il y a une grosse part de la magie du quotidien et de ce monde qui naît quand deux personnes se rencontrent. À contrario, Giuseppe, Maria, elle va, tout en tombant amoureuse d'un homme, s'affranchir des hommes pour pouvoir exister. C'est-à-dire qu'elle va suivre le destin de son mari, Pietro, mais en réalité, elle va être plus grande que lui. Elle va construire une identité beaucoup plus forte, et ça passera justement par l'affranchissement de cet amour. Comment, alors, l'histoire étant vraie, il y a sans doute un besoin d'extrapolation sur ce qui s'est réellement passé, mais est-ce qu'il vous a semblé qu'il était nécessaire justement pour elle de s'affranchir des hommes pour pouvoir devenir celle qu'elle est devenue? Sì, questo è un elemento, ecco, questo sì storico, credo, molto, molto diverso da oggi. Mentre oggi c'è stato appunto tutto un cammino, no? Attraverso le varie fasi dell'evoluzione del ruolo della donna nella società, perlomeno occidentale, per cui una donna può esistere per se stessa anche senza nessun tipo di relazione, al tempo no. Al tempo non era accettabile, per cui in qualche modo il cammino di emancipazione doveva passare per forza attraverso, come dire, attraverso l'intermediazione di un uomo, che spesso poteva essere anche un carceriere, no? Perché gli uomini spesso al tempo all'interno delle famiglie erano anche violenti, ed è la stessa cosa per esempio che succede a Maria, quindi questo rapporto con questi uomini a volte anche violenti, che in Italia Jean-Baptiste conosce di sicuro, perché ha raccontato il fascismo, ma che in realtà arriva quasi fino a qualche decennio fa. Ecco, questo passaggio di una donna per emancipare se stessa attraverso la figura di un uomo è stato necessario fino a poco tempo fa, credo. Et effectivement, oui, cet aspect est un élément historique, et ce qui est très différent d'aujourd'hui, parce que nous avons traversé tout un parcours, l'évolution du rôle de la femme dans la société occidentale. La femme, donc, elle peut exister maintenant de par elle-même, sans avoir besoin d'une relation avec un homme. À l'époque, ce n'était pas possible. Et donc, pour ce parcours d'émancipation, il était indispensable de passer par un homme qui souvent pouvait être également un geôlier, car les hommes peuvent aussi être violents, et Marie connaît cela. Et les relations avec les hommes peuvent être violentes en Italie, on le sait, Jean-Baptiste le sait aussi, parce qu'il a raconté le fascisme. Mais pour l'émancipation donc de cette femme, il était nécessaire de passer par la figure d'un homme. Elle fait partie de cette catégorie sociale extrêmement, j'allais dire, qui vit sous le joug d'une aristocratie. On le voit aussi des années plus tard dans votre roman, Jean-Baptiste. On sent un écart extrêmement fort entre les deux catégories sociales qui, alors certes, a existé dans tous les pays, mais qui là est symbolisée par une aristocratie qui semble extrêmement présente, par aussi une sorte de déterminisme social duquel il semble quasiment impossible de sortir. Maria,
j'ai eu le sentiment qu'elle vivait quasiment dans une situation de servage. Est-ce que c'est quelque chose qui est particulier à l'Italie à cette époque-là? Et qu'est-ce qui fait qu'on trouve la force de sortir d'un tel déterminisme social? È una, diciamo, una cosa che è successa proprio in quel momento lì, cioè proprio nel momento in cui l'Italia è stata unita. È uno dei segreti che ho trovato, diciamo così, dentro questa storia e che spiega in qualche modo anche il mio dualismo, se vogliamo, cioè il fatto che, a differenza della Francia, molto semplicemente, e degli altri stati-nazione europei, l'Italia non ha mai avuto una rivoluzione borghese. L'Italia non ha mai avuto il tempo di costruire una classe borghese. Per cui questa cosa arriva fino ai nostri giorni. L'Italia è un paese estremamente polarizzato, lo era certamente quando il paese si formava, e questo è uno dei, come dire, dei motivi del difetto di unificazione dell'Italia, per il ruolo che gioca la nobiltà, cioè per la doppia faccia che gioca la nobiltà. Ma l'Italia non ha mai avuto il tempo di creare una classe borghese, quindi, che è quello che la Francia ha inventato, no? E questo arriva fino ai nostri giorni. In tutto praticamente l'Italia soffre ancora di questa polarizzazione. In Italia ci sono delle cose per esempio in cultura, delle cose altissime, molto alte, accademiche, difficilissime, oppure delle cose molto popolari. Ecco, c'è questa estrema polarizzazione, e questa credo proprio sia dovuta a questa deficienza, diciamo così, di tempo per creare una classe borghese. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui s'est caractérisé à cette époque-là, justement, à l'époque où se passait l'unification de l'Italie, et c'est un des secrets que j'ai découvert dans cette histoire et qui explique aussi mon dualisme. En fait, l'Italie, contrairement à la France et à d'autres États-nations, l'Italie n'a jamais opéré de révolution bourgeoise, donc la classe bourgeoise ne s'est jamais créée, ce qui est à l'origine de cette grande polarisation de l'Italie, et qui s'est déterminée justement au moment de son unification, et qui a été en quelque sorte le défaut originel en quelque sorte de l'Italie, dans lequel la noblesse a joué un double rôle, et qui a fait que la classe bourgeoise ne s'est jamais créée. Et ceci est encore à l'origine de cette polarisation italienne. On trouve des choses de très haute qualité, très complexe, très académique, et en même temps quelque chose d'extrêmement populaire. Et c'est ce défaut, en quelque sorte, qui existe toujours et qui est dû à l'absence d'une classe de la bourgeoisie. Jean-Baptiste Andrea, à peu près, je crois, 80 ans plus tard, où se situe votre histoire, on retrouve cette polarisation, en fait. Oui, alors Giuseppe l'a très bien décrit, le fait mieux que moi, mais il s'est ajouté à l'époque de veiller sur elle les frustrations nées de la Première Guerre mondiale, puisque l'Italie a été particulièrement maltraitée par les alliés de la Première Guerre mondiale, puisqu'elle a rejoint la guerre tardivement, avec la promesse de récupérer les terres dites irrédentes du Nord. Et quand elle a de facto rejoint la guerre et que la guerre a été gagnée, notamment Wilson est beaucoup revenu sur les promesses côté allié, donc ça a généré énormément de frustration. Il y a les mutilés, les victimes de guerre il y avait ce gouffre que Giuseppe a très bien décrit, qui s'est aggravé par les frustrations de la guerre, et ça a été le terreau parfait. Comme souvent dans les sociétés, d'ailleurs, un désir légitime qui est complètement ignoré par l'État et qui ne trouve pas d'exutoire, et donc ça pourrit et ça fermente et ça va exploser. C'est le terreau qui amène le fascisme. Et donc on est effectivement là, il y a des grands propriétaires terriens, les latifundis ne lâchent rien, ont ces terres, et il y a de l'autre côté une classe ouvrière très 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 ouvrière, enfin très 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 populaire, avec une pauvreté extraordinaire que je pense c'est vrai qu'on n'a pas connu cette différence en France.
un gouffre social aussi puissant. Et donc, évidemment, c'est le terreau de toutes les frustrations et d'un homme comme Mussolini. En fait, l'accession de pouvoir au Mussolini, elle est tout à fait compréhensible et logique, et c'est très intéressant. Enfin, il faut vraiment regarder ce qui s'est passé, parce que c'est là de nos jours aussi, potentiellement. Je ne suis pas un fataliste. Mais ce que dit aussi l'histoire, c'est que potentiellement, chacun de nous a aussi le pouvoir de dire stop. Ça, c'est la leçon aussi de l'étude de cette époque-là, de l'histoire de cette époque-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, dans votre histoire, Mimo, lui, va s'élever par son art, et il va s'élever socialement. Il est à une époque où on peut s'élever socialement à travers l'art. Viola, elle, ses combats, ça va presque la faire tomber en déchéance. Alors peut-être pas dans la forme, mais intérieurement, c'est quelqu'un qui va se déconstruire d'une certaine manière. Mais en fait, quand j'écrivais ce livre, j'ai mesuré un truc. Alors je me définirais comme féministe, qui est un mot stupide parce que je suis humaniste, donc le mot ne devrait pas exister. C'est-à-dire j'ai été élevé dans un monde où on m'a appris qu'il n'y avait jamais de différence entre rien. Donc moi, je vois ces oppressions de manière un peu étonnée et révoltée, mais surtout assez sidérée. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience, malgré ma sensibilité au sujet, du fait que j'avais pas mesuré que beaucoup de femmes que je rencontrais se battaient aussi contre des démons intérieurs, en fait, qui n'étaient pas du tout des démons intérieurs, qui étaient une autre forme de l'oppression, d'une oppression sexiste, qui remontait à plusieurs siècles et qui disait à une femme, ta place n'est pas là. Sauf que même les femmes les plus féministes, et je parle de femmes de mon entourage, n'identifiaient pas ça comme l'oppression sexiste contre laquelle elles se battaient tout le temps. Elles pensaient que c'était leur propre limite et une faiblesse intrinsèque à elles-mêmes. Et en fait, je me dis, c'est extrêmement sournois, en fait, cette oppression. Je ne mesurais pas à quel point on croit qu'on l'extirpe, et en fait, elle est encore là par toutes ces rhizomes qui vont loin, 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 au point qu'on n'identifie même plus pour ce qu'elle est. Et donc, je me suis dit, Viola, mon héroïne, va se battre contre un ennemi bien identifié, la société, les fascistes, sa famille. Mais plus difficile encore, elle va se battre contre elle-même sans comprendre que c'est la même chose. Elle va s'imposer des limites qui n'existent pas. Et ça me la rendait très romanesque, et j'admire et j'aime Viola. J'ai écrit le livre pour elle. Jean-Baptiste est amoureux. Il faut ces personnages. Giuseppe, on a évoqué le fait que Maria s'est battue envers et contre les hommes pour devenir celle qu'elle est devenue, mais on n'a pas évoqué une femme très importante dans votre histoire, c'est sa grande sœur. Parce que l'histoire de Maria, elle se construit sur une énorme fêlure, qui est le retour d'une sœur qui a été adoptée. Je ne déflore rien, c'est le début du roman. Sa grande sœur adoptée avant même qu'elle soit née, si ma mémoire est bonne, et qui va revenir à la maison suite au décès de ses parents adoptifs, et qui va s'avérer être une vraie sorcière, en fait. C'est-à-dire vraiment quelqu'un de malveillant, de presque maléfique. Mais on a le sentiment que Maria va trouver dans cette confrontation et dans cette volonté absolue de destruction de sa grande sœur aussi quelques ressorts qui vont la faire s'élever. Elle a ce rôle-là, Teresa, celui, à son corps défendant, de permettre à Maria de sortir du gouffre. Beh sì, le ingiustizie hanno questo, in qualche modo, questo potere su di noi, no? Quando ci imbattiamo in un'ingiustizia o in qualcuno che ci fa qualcosa che riteniamo ingiusto, hanno questo potere su di noi, cioè ci mettono di fronte a un bivio, in qualche modo ci chiamano a definire la nostra identità, cioè o abbassiamo la testa e subiamo, o hanno l'effetto contrario, oppure possono avere l'effetto contrario, cioè possono avere l'effetto di un propellente, cioè di un energizzante. Il caso di Maria è questo. Mi sono divertito molto a raccontare il rapporto tra queste due sorelle. Teresa
è un personaggio di una cattiveria mostruosa. Adesso stanno facendo una serie TV da questo romanzo e i produttori mi hanno detto: non abbiamo mai visto, mai trovato un cattivo così cattivo. No, questa Teresa è mostruosa, però effettivamente, e io quindi mi sono divertito molto nel romanzo a scavare dentro questa natura, no? Dentro questa cattiveria che classicamente non ha nessuna motivazione. C'era il mio editore in Italia che mi diceva: ma mostra una motivazione di questa cattiveria. Ma non c'è motivazione per essere cattivi, siamo cattivi, punto. e però appunto questo serve a Maria anche per ribellarsi, no? Et c'est le pouvoir de l'injustice. Quand nous sommes confrontés à l'injustice ou nous subissons quelque chose d'injuste, il y a nous pouvons entreprendre deux chemins. Soit, et ça nous aide à définir notre identité. On peut soit baisser la tête et subir, ou alors le contraire, c'est-à-dire que cette injustice va nous pousser, va nous aiguillonner, donner de l'énergie vers autre chose. Et c'est justement ce qui arrive à Maria. Et je me suis vraiment beaucoup amusée à raconter la relation entre ces deux sœurs, parce que Teresa, elle est vraiment monstrueusement méchante. Et à l'heure actuelle, mon roman est adapté en série. Et les producteurs m'ont demandé, mais on n'a jamais rencontré un méchant aussi méchant, parce que Thérèse était effectivement monstrueuse. Et moi, je me suis donc amusée à creuser dans cette nature méchante qui n'a pas de motivation. Et mon éditeur me demandait, mais si tu parles d'un personnage aussi méchant, il faut indiquer la motivation. Mais pour moi, il n'y a pas de motivation. On est méchant, point final, c'est tout. Et c'est contre cela que Maria se révolte. C'est de vous parler, Jean-Baptiste, hein, les demandes des scénaristes et des motivations. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous parliez tout à l'heure de la tendresse infinie que vous avez pour Violin. Et là, on parle d'un personnage absolument épouvantable. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on le lit, on a envie, on s'énerve en lisant. Et pourtant, je me dis que pour écrire un personnage comme Teresa, Giuseppe, on doit l'aimer quelque part. Est-ce que vous aimez de la même manière tous vos personnages ? Beh, i personaggi importanti sì, E questa, no, la potenza della letteratura che dicevamo prima, no? Che sperimentiamo come lettori, ma che sperimentiamo anche come scrittori, perché io sono persuaso del fatto che uno scrittore è il primo lettore della sua opera, cioè non è che uno scrittore decide quello che deve scrivere, uno scrittore è il primo lettore della sua opera, cioè il fatto che la letteratura ci consente di perlustrare le parti più nascoste, segrete, vergognose di noi stessi. E in Teresa io mi sono veramente divertito a cercare la mia natura brutale, bestiale, cattiva, ed è stato divertente. Ma anche tu ce l'hai, eh? Et oui, bien sûr, on aime nos personnages principaux, mais c'est justement en cela que réside la puissance de la littérature, que ne perçoivent pas que les lecteurs, mais les écrivains également. Car pour moi, un écrivain est d'abord son premier lecteur, le premier lecteur de son œuvre. Ce n'est pas une décision d'écrire une œuvre. Et puis, dans la littérature, on peut s'amuser à chercher les parties les plus cachées, les plus occultées, les plus honteuses, les plus secrètes de nous-mêmes. Et avec Teresa, je me suis amusée à rechercher ma nature la plus brutale, méchante et animale. Et je suis sûre, Jean-Baptiste, que tu l'as aussi. Parce que nous allons arriver à la fin de cet entretien. Peut-être une dernière question, Jean-Baptiste, Andrea.
il est question de l'Italie, de l'histoire, de la montée du fascisme. Il est question d'une rencontre entre deux personnages si particuliers et si beaux. Est-ce que finalement, votre livre, ça n'est pas aussi un livre, s'il fallait le définir en quelques phrases, de la victoire de l'art sur l'histoire? C'est-à-dire que finalement, ce qui reste, sans trop en dire, mais ce qui reste, c'est l'art. Ah ben, j'en suis persuadé. Et je dirais que tout ce qui a été construit artistiquement, tout le trésor sur lequel l'humanité repose aujourd'hui, constitue ses fondements et constitue les fondations de son amélioration et les fondations de la civilisation. Là sont les fondements de la civilisation, pas dans les guerres, pas dans la violence, qui sont des accidents de l'histoire et qui sont et seront toujours là. Et justement, le propos de ces romans est de dire, n'oubliez pas de regarder ça, n'oubliez pas de regarder cette beauté et ces piliers de lumière qui traversent nos civilisations et continuent de s'élever et de nous élever. Ils sont là tout autant que la noirceur qui les environne. Giuseppe, Alexandre Dumas, vous avez dit, est tombé amoureux de Maria. Il en a fait un personnage, même si je crois savoir qu'il n'a pas pu en faire un personnage féminin, mais ça a donné quand même quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi ? Sì, Alexandre Dumas è tombé amoureux avant que moi, e quindi sono stato un po' geloso. No, scherzo. No, sì, Alexandre Dumas ha scritto la storia di Cicilla in 7 episodi sul giornale che dirigeva, e alla fine del 7° episodio, dell'ultimo episodio, quasi come un appunto personale che però ha pubblicato, ha scritto: scriverò un romanzo da questa storia. E lui non scriverà mai un romanzo dalla storia di Cicilla, ma 2 anni dopo pubblica Robin des Bois. Ed è la stessa storia, la storia di paesani che salgono sulle montagne, sui boschi, che rubano alle famiglie nobili e ridistribuiscono al popolo. Però era appunto la metà dell'Ottocento. Si poteva fare, come ha fatto Flaubert, no? una protagonista femminile ma molto borghese, e non si poteva ancora fare forse una protagonista femminile popolana così forte. E allora lui cambia il protagonista, lo fa diventare uomo, Robin des Bois, e cambia l'ambientazione. Non può essere l'Italia, perché raccontare l'Italia del Sud avrebbe significato raccontare la guerra civile, e in Francia non si poteva raccontare la guerra civile italiana, che era appena stata unificata, e allora cambia e diventa l'Inghilterra, Sherwood, qualcosa di un po' più addomesticato. Et oui, tout à fait. Et en effet, je suis un peu jaloux aussi d'Alexandre Dumas. Mais c'est vrai qu'il a écrit l'histoire de Cicilla en 7 épisodes dans le journal qu'il dirigeait. Et à la fin du 7e épisode, il a écrit une note en disant « J'écrirai un roman sur cette histoire », un roman qu'il n'a jamais écrit. Mais 2 ans plus tard, il publie Robin des Bois, qui est la même histoire, l'histoire de gens du peuple qui se cachent dans les montagnes, dans les forêts, qui volent aux riches pour donner aux pauvres. Et nous étions au milieu du 19e siècle. Alors, à cette époque-là, Flaubert écrit, oui, une histoire sur une femme, mais il s'agissait déjà de la bourgeoisie, ce qui était un peu possible. Mais le fait d'écrire une histoire aussi forte sur une femme du peuple, ça ne se faisait pas. Et donc, lui, il a transformé en homme, il a changé le décor. Ce n'était plus l'Italie du Sud, qui était en guerre civile. On ne pouvait pas en parler en France. En plus, l'Italie venait de s'unir, de s'unifier. Et donc, il a, en quelque sorte, amélioré tout ça en faisant dérouler l'histoire dans la forêt de Sherwood, en Angleterre. Jusqu'à ce qu'avec Brigantessa, italienne, en italien, vous lui rendiez justice, Giuseppe Catozzella, avec l'admirable traduction aussi de Nathalie Bauer, je voudrais le redire parce que c'est magnifiquement traduit. Veillez sur elle, Jean-Baptiste Andrea. Je ne saurais trop vous inviter, si ce n'est déjà fait, à partir à la rencontre de Viola, Mimo, de Maria, de Pietro, de Teresa. Un grand merci aussi à Rosanna d'avoir été notre interprète aujourd'hui, et merci à vous tous. Vous pouvez les retrouver en dédicace.